Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de Studio Calita pour notre magazine réorganisé, notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient qui, du fait de la situation, va se pencher 2 fois par semaine et de manière plus courte sur les conséquences et les implications de la pandémie de coronavirus sur la région, avec comme première invité pour cette première séquence le docteur Ephraim Herrera, qui est spécialiste de la région, qui aussi observe les conséquences de cette épidémie sur différents pays du Moyen-Orient, et qui est aussi l'auteur d'un ouvrage il y a quelques années qui a eu beaucoup d'échos et qui s'intitule Le djihad si vous voulez, une analyse sur le djihad en tant que mouvement islamique répandu non seulement dans la région mais dans le monde entier. Docteur Ephraim Herrera, bonjour. J'ai ici des statistiques qui sont importantes à citer. On est en ce milieu de semaine avec un peu plus de 50 000 personnes qui sont infectées par le coronavirus au Moyen-Orient, dont 35 000 en Iran, pour ce seul pays, et sans doute que les chiffres d'ailleurs sur le terrain sont beaucoup plus importants, car il ne s'agit que de chiffres officiels. Il y a des pays comme la Turquie où on parle de 7 000 personnes infectées, et puis ça se répartit selon un petit peu les différents États. Alors j'ai une première question qui est une question j'allais dire macro, de géostratégie. Est-ce que le fait que maintenant les gouvernements de la région se préoccupent surtout de cette situation sanitaire, est-ce que ça va avoir un impact sur la diminution de l'intensité des conflits qui continuent d'exister, des conflits d'État à État ou de groupes terroristes vis-à-vis des différents pays dans lesquels ils évoluent? Est-ce que ça va provoquer, disons, une relâche des tensions? Ça va dépendre des situations dans les différents pays. En fait, les pays musulmans du Moyen-Orient n'en sont qu'au début de la pandémie du coronavirus, à l'exception des 2 pays que vous avez cités, l'Iran, qui a aujourd'hui plus de 40 000 cas officiels et plus de 2 500 morts, la Turquie qui a plus de 9 000 cas officiels et plus de 130 morts. Les autres pays n'en sont qu'au début. Mais ce sont des pays pauvres, avec une infrastructure médicale qui est vraiment rudimentaire, et toute augmentation du nombre de malades ou de porteurs de ce virus présente des dangers terribles d'épidémies très très rapides face à laquelle les pays ne pourront pas se mesurer. Et donc aujourd'hui, la politique qui est prise tant par l'Égypte que la Jordanie que le Liban, c'est une politique de couvre-feu très stricte qui est imposée par l'armée, qui est vérifiée, et la mise en quarantaine de régions plus touchées, mais elle fait face à plusieurs problèmes dans ces pays. Parce que ce sont des pays pauvres et les gens ont besoin de manger. Il y a une pénurie d'eau, par exemple, en Jordanie. Il n'y a pas d'électricité très souvent au Liban. Les gens sont obligés de sortir, même s'il y a un couvre-feu. Et donc, l'épidémie a de fortes chances de se répandre. Deuxième chose, vous l'avez signalé, ce sont les chiffres officiels. Par exemple, Lancet Infection Disease prétend que face aux environ 600 cas officiels en Égypte, les données officieuses seraient de 20 000 cas. Donc, les pays vont être concentrés sur les problèmes intérieurs. Et donc, ça pourrait entraîner probablement une diminution des tensions, et surtout face à Israël. Par exemple, le Hezbollah s'est mobilisé complètement au Liban pour aider l'armée à faire face à cette épidémie. Par exemple, ils ont mis à la disposition du pays leurs services médicaux qui, en cas de guerre, leur servent pour s'occuper de leurs blessés et de leurs morts. Donc, de fait, ils ne peuvent pas être sur les 2 fronts à la fois. Et donc, il faut s'attendre effectivement à une diminution des tensions, surtout face à Israël. Ils ont des problèmes aussi spécifiques dont on parle peu, ce sont les problèmes des camps de réfugiés. Vous avez aujourd'hui 12 millions de personnes déplacées rien que pour la Syrie, qui vivent dans des camps de réfugiés, en Syrie même, en Irak, en Turquie, en Jordanie. Et les réfugiés de la guerre civile
dû à la guerre civile. Exactement. Non seulement, ce sont des réfugiés qui peuvent être les réfugiés effectivement de la guerre civile en Syrie, mais aussi des réfugiés de plus longue date, comme dans les camps de réfugiés palestiniens après le septembre noir et qui sont arrivés par exemple au Liban. Tout début d'épidémie là-bas va donner comme une traînée de feu qui risque de tuer la plus grande partie de la population là-bas, avec les maladies qui accompagneront cette évolution. Il y a quand même un cas exceptionnel qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le cas de l'État islamique. L'État islamique, selon sa tradition habituelle, a été chercher dans le Coran des sources qui ressemblent à ça. Ils ont trouvé un peuple qui s'appelait les Samoud, qui figurent dans la sourate 7 du Coran, et qui ont été atteints d'une épidémie parce qu'ils refusaient d'accepter le prophète Mohammed, enfin, ce qu'ils prétendent être le prophète. Et ils disent que l'État islamique aujourd'hui prétend que c'est une punition d'Allah contre l'Occident, qui maintenant est occupé à ses problèmes intérieurs pour soigner ses malades, pour essayer d'endiguer l'épidémie. Et donc les services de sécurité sont aussi au service de cette mission, et donc ne sont pas libres pour s'occuper d'attentats potentiels en Occident, et ils appellent aujourd'hui à faire des attentats en Occident. Donc on peut avoir un phénomène qui, au milieu de cette terrible plaie qui touche les pays d'Europe, avoir des attentats de l'État islamique en Europe. Alors justement, puisque on pouvait penser qu'il allait y avoir une accalmie sur certains fronts, est-ce que, en ce qui concerne les pays que nous avons cités, les pays voisins d'Israël ou de la grande région, est-ce qu'on ne risque pas dans un second temps, au contraire, d'être face à l'éventualité de fuite en avant encore plus totalitaire et agressive, dans la mesure où, vous le disiez vous-même, dans les pays qui ne sont pas équipés au plan sanitaire et qui sont extrêmement pauvres et qui ne pourront pas assister leur population, il va y avoir des atteintes, il y en a déjà d'ailleurs, des atteintes encore plus grandes aux libertés publiques et aux droits de l'homme dans ces pays, et il va y avoir des tensions intérieures qui pourraient, au-delà de la pandémie, faire aussi générer de nombreux troubles, que ce soit, vous le disiez, au Liban, que ce soit en Jordanie, en Égypte et ailleurs. Et on le voit déjà en Iran, où l'armée a pris position aux portes des villes et où les gardes révolutionnaires islamiques et leurs milices essayent de museler la population. Est-ce qu'on risque pas d'aller au-delà du désastre humanitaire vers aussi des révoltes et des troubles intérieurs dans l'ensemble de ces pays? C'est quasi certain. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Italie, où il commence à y avoir des pillages de supermarchés parce qu'il y a des gens qui ont faim. Or, la faim en Italie, c'est quelque chose de ridicule par rapport à ce qui se passe dans les pays musulmans. Et donc, les populations, ils le disent d'ailleurs, hein, des interviews qui ont été faites, par exemple, au Maroc, les gens disent, si mes enfants ont faim, je sortirai malgré le couvre-feu. Et si on arrive à un phénomène de masse de gens qui sont confinés chez eux par ce couvre-feu et qui doivent manger ou boire même, pour l'instant, je vous le dis, le point important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tellement le voir parce que la pandémie ne fait que commencer. Mais si on étudie les graphes des pays européens et qu'on sait que les choses mises en place par les pays européens, à partir du moment où ils l'ont mise en place, ça fait une certaine réduction, mais qui n'est pas celle qu'ils escomptaient. On risque d'avoir des phénomènes terribles dans les pays musulmans et effectivement avec des phénomènes sociaux qu'on ne peut pas prévoir mais qui risquent d'être très graves. Alors dans le cas particulier de l'Iran, qui est quand même la menace, j'allais dire existentielle et géostratégique la plus pesante contre Israël, on a, disons, une dynamique qu'il faudrait mesurer de près, qui est celle de ce qu'ils ont appelé, disons, la guerre biologique. Ils traitent la pandémie comme une atteinte, une agression de guerre biologique, d'ailleurs en accusant au passage les États-Unis et Israël d'avoir aménagé le virus pour qu'il soit particulièrement virulent contre l'Iran. Bon, c'est le genre d'accusation classique d'un régime qui est un régime aux abois, une dictature qui veut
détourner ses manquements internes et détourner le mécontentement de sa population contre le régime, en fait le détourner vers des boucs émissaires extérieurs. Mais est-ce que quand même Israël ne devrait pas suivre de près ce que raconte et ce que cette propagande iranienne, parce que à un certain moment, de la même manière comme on venait de le dire, il pourrait y avoir des troubles intérieurs et ces troubles augmentant. Et s'ils augmentent, ça pourrait aussi provoquer, je dirais, une éventuelle fuite en avant militaire, c'est-à-dire que pour essayer de remettre de l'ordre dans un pays en pleine confusion, le régime, un régime surtout comme l'Iran, qui a les moyens de ça, pourrait être tenté par dans un premier temps peut-être des actions agressives, soit à partir de la Syrie, soit avec leurs missiles contre Israël, en tout cas d'une fuite en avant guerrière pour essayer de détourner un vent de révolte qui risquerait de mettre en cause le régime. Est-ce que vous pensez, on n'en est pas là, mais est-ce que c'est une des hypothèses que Israël devrait suivre de près? Écoutez, l'intérêt d'une guerre, comment dire, qui serait initiée par l'Iran ou au moins de tentatives d'attaque contre Israël présente effectivement l'avantage de détourner la colère des citoyens, de trouver un bouc émissaire. Mais elle fait face à quand même une grave problématique. Par exemple, l'armée est déjà touchée. On sait qu'il y a déjà des généraux iraniens qui sont morts, aussi des généraux d'autres pays. On sait aussi que une concentration de soldats qui serait nécessaire pour lancer cette attaque pourrait entraîner une hécatombe à l'intérieur même de ces unités, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. En plus, la réaction d'Israël serait acceptée par toute la communauté internationale qui est aujourd'hui concentrée sur ces problèmes intérieurs et qui comprendrait très bien une réaction très violente d'Israël contre ces régimes, que ce soit directement en Iran ou par les proxys qu'ils feraient marcher en Syrie ou en Irak, qui elles-mêmes ont leurs problèmes. Donc, c'est certain qu'Israël continue à suivre ce qui se passe tant en Iran que dans les pays voisins par les proxys de l'Iran, mais la probabilité, disons, est faible que ce soit mis en place et qu'il y ait cette initiative, parce que justement, la réaction d'Israël pourrait être très violente sans faire face à une opposition internationale. Eh bien, écoutez, c'est sur cette prévision, je dirais, plutôt un peu rassénérante, dans un tableau assez sombre qu'on a commencé à dresser, que nous allons achever ce premier journal spécial concernant l'influence du coronavirus sur la région. Je vous remercie, Dr Ephraim Herrera, et espérons que de bonnes nouvelles dans notre région et dans notre pays. Merci à vous, à bientôt. Et merci. À jeudi pour nos auditeurs pour un prochain point sur le coronavirus et la situation géopolitique au Moyen-Orient. Merci de nous avoir écoutés.